Oui, bonsoir. Je vous prie d'excuser mon français qui est très mauvais. Mon accent est vraiment déplorable et je vous prie de m'excuser. Je vais vous présenter une des nouveautés les plus intéressantes de l'édition française de Copernic parce que c'est une chose qui n'avait jamais été observée et qui est très, très importante pour connaître une partie de la genèse et de la nature de cet ouvrage. Il est important de dire que cette nouveauté, cette grande découverte est due à Alain Philippe Ségon, qui nous a quittés. Donc, je parle à sa place. On a repris tout ce qu'il avait déjà trouvé. On a élargi le champ d'observation. Donc, je vous dis en 2 mots de quoi il s'agit et après, on revient en arrière. Donc, il s'agit de la chose suivante. Le livre 6 du De Revolutionibus, c'est-à-dire le dernier livre, qui est le livre sur les latitudes, et les 2 derniers chapitres du livre 5, c'est-à-dire les chapitres 35 et 36, présentent un très grand nombre de passages très étendus qui sont des traductions littérales du texte grec de l'Almageste. Donc, tous ces passages, ce n'est pas du Copernic, tous ces passages, c'est du Ptolémée, traduit en latin à partir du grec. Alors, pour comprendre cette question, je vais vous faire une petite histoire très brève du texte de l'Almageste pour se rendre compte de quoi il s'agit. Donc, comme vous le savez, Ptolémée écrit l'Almageste à Alexandrie vers 150 de notre ère. L'ouvrage, la Mathematicae Syntaxis, c'est-à-dire un traité systématique d'astronomie mathématique, connaît vite un très très grand succès. Et il est commenté et lu dans toutes les écoles, disons à Alexandrie, comme à Antioche, comme à Athènes. Il y a des commentaires, par exemple celui de Pappus ou celui de Théon en 370, à ce point que tous les ouvrages d'astronomie antérieurs à Ptolémée, par exemple Hipparque, sont perdus. Parce que l'Almageste a tout remplacé. C'était vraiment le grand traité d'astronomie. L'Almageste, donc, continue d'être copié dans toute la partie orientale de l'Empire, donc dans l'Empire byzantin. On continue de faire des manuscrits, de le recopier. Tandis que dans l'Occident latin, il n'y a pratiquement aucune connaissance de l'Almageste. La connaissance du grec en Occident s'arrête vers le 5e siècle. Donc, avec ça, l'Almageste devient est complètement inconnu en Occident. Là, vous avez par exemple un des manuscrits grecs de l'Almageste. C'est le Vaticanus Graecus 180. C'est parmi les manuscrits primaires. Je vais dire, ce sont les manuscrits fondamentaux sur lesquels se base le texte de Heiberg. Comme vous le voyez, le manuscrit présente des gloses très riches dans les marges, signe justement de cette activité d'étude et de commentaires qui se développe autour de l'Almageste. Donc, on commente l'Almageste parce que l'Almageste, c'est le texte de référence. Voilà. Mais l'Occident connaîtra l'Almageste par le biais des traductions arabes. Donc, il faut faire un petit détour. Alors que l'Occident ne connaît rien du tout de Ptolémée, les Arabes, eux, ils le connaissent et ils le traduisent. Et même, ils le traduisent plusieurs fois. Il y a eu tout d'abord une traduction syriaque qui a été perdue. Puis, il y a eu une première traduction gréco-arabe. Je parle toujours de traduction à partir du grec en arabe. Une traduction qui a été faite par Al-Hasan vers le 9e siècle. Cette traduction est appelée en général la traduction ancienne. Elle est perdue, donc elle est attestée seulement par des citations. Puis il y a eu en 827 la traduction qui a été faite par Al-Hajjaj, qui était un grand traducteur arabe. C'est une traduction qui parfois simplifie un peu le texte de Ptolémée,
et parfois le résume, et cette traduction n'est transmise que par un seul manuscrit. Ensuite, et peu de temps après, nous avons la traduction qui a été faite par Isaac ibn Unayn. Cette traduction aussi est perdue, mais elle a été révisée par Thabit ibn Qurra, qui est mort en 901. Et c'est donc cette traduction de Isaac, on l'appelle traduction de Isaac Thabit, parce que c'est une traduction de Isaac révisée par Thabit. Très bien. Cette traduction, elle est conservée par 6 manuscrits, dont un manuscrit complet. Puis, il y a une traduction très étrange, on l'appelle l'Almageste de Dresde. C'est une traduction des 4 premiers livres de l'Almageste. Ça s'appelle comme ça parce que c'est conservé dans un manuscrit à Dresde, dans la Landesbibliothek de Dresde. C'est le manuscrit DB 87. Et lorsque Heiberg l'avait découvert, Heiberg pensait que c'était une traduction gréco-latine. Mais Charles Barnett a bien démontré que c'est une traduction arabo-latine. Et donc, encore une fois, donc c'est la première, disons, traduction arabo-latine. Finalement, nous avons une traduction gréco-latine, cette fois-ci. C'est une traduction qui a été faite en Sicile vers 1160. Vous trouverez parfois, mais c'est une erreur énorme, que cette traduction est faite par Henri Aristippe. C'est absolument faux. La traduction est faite par un traducteur anonyme qui était un étudiant de médecine à Salerne, qui avait appris que Henri Aristippe avait apporté de Constantinople le manuscrit de l'Almageste en Sicile, et donc lui, il a quitté Salerne, il s'est précipité en Sicile pour demander à Aristippe ce manuscrit, et il l'a traduit. Donc là, nous avons une traduction gréco-latine. Elle n'a eu pratiquement pas de diffusion, elle n'est conservée que par 3 manuscrits, donc elle n'a pas été utilisée. Et finalement, nous avons la célèbre traduction arabo-latine faite par Gérard de Crémone. Donc, je dis la célèbre parce que c'est la traduction qui a été partout utilisée en Occident. Cette traduction, c'est une étrange traduction. Gérard de Crémone vivait justement à Crémone, c'était un Italien, et très cultivé, qui ne connaissait pas l'arabe. Et comme le dit la vie ancienne de Gérard, amore al majesti, par amour de l'Almageste, il quitta sa patrie et alla à Tolède, parce qu'il était sûr qu'à Tolède, il trouverait un manuscrit de l'Almageste. Gérard arrive à Crémone, à Tolède en 1150. Il passe 7 ans pour apprendre l'arabe et il commence sa traduction à partir de la traduction arabe de Al-Hajjaj. Puis, à un certain moment, probablement son manuscrit était incomplet, il trouve un autre exemplaire, mais cette fois-ci, c'est la traduction de Isaac Thabit, et il complète sa traduction. Et non seulement il complète sa traduction, mais il revient en arrière et il corrige par la traduction de Isaac Thabit la partie qu'il avait traduite à partir de Al-Hajjaj. Donc vous avez une traduction qui est gréco-arabe et puis à partir de l'arabe, il a traduit en latin. Et il a utilisé 2 sources différentes. Mais la traduction a une caractéristique très bizarre, c'est parce que Gérard connaissait bien l'arabe, oui, mais pas assez bien pour le lire vraiment tel qu'il était écrit. Donc, il avait un collaborateur qui s'appelait Galib. Galib, c'était un mozarabe, c'est-à-dire un chrétien arabisé, qui parlait justement le mozarabe, c'est-à-dire un dialecte romain arabisé. Donc, Galib était à côté de Gérard, lui traduisait en mozarabe l'arabe qu'il lisait, et Gérard traduisait en latin le mozarabe qu'il entendait. Donc, vous comprenez que tous ces passages ont créé une traduction qui est très, très fidèle à l'arabe et qui a
donc qui est loin du texte grec d'une manière vraiment épouvantable et très douloureuse pour les astronomes, parce que le texte grec devient parfois complètement incompréhensible. Mais tous les astronomes du XVe et XVIe siècle jusqu'à Copernic sont obligés de lire Ptolémée dans la traduction arabo-latine. Si vous voulez avoir une idée de l'attitude des astronomes à l'égard de cette traduction, il faut lire un texte qui est d'une beauté navrante et vraiment déchirante. C'est la préface que Regiomontanus écrit à l'Epitome in Almagestum. Là, il raconte que Bessarion avait trouvé un manuscrit grec de l'Almageste et que Bessarion avait commencé de le traduire. Mais il était submergé par toutes les affaires de l'Église, donc Bessarion avait renoncé et avait confié la tâche à Feuerbach, qui était le maître de Regiomontanus. Feuerbach avait repris la traduction, qui n'était pas vraiment une traduction, mais c'était un résumé de l'Almageste. Et puis, tout à coup, Feuerbach est mort. Et alors, Regiomontanus décrit la mort de Feuerbach. Il dit, je le tenais dans mes bras, il mourait, il m'a appelé et il m'a dit, si l'amour de ton maître encore vit en toi, s'il te plaît, achève mon ouvrage. Donc, Regiomontanus a terminé ce résumé de l'Almageste, qui est l'Epitome in Almagestum, qui a été pour Copernic un texte très, très, très important. Alors, maintenant, si j'arrive à bien... Voilà. Là, nous avons justement la traduction de Gérard de Crémone, qui a été éditée à Venise en 1515. Nous la lisons toujours dans l'édition de 1515 parce qu'il n'y a pas d'édition critique de cette traduction. Mais cet exemplaire que vous voyez là, c'est justement l'exemplaire qui a appartenu à Copernic lui-même. Donc, il est conservé à la bibliothèque Jagiellonska, j'espère bien prononcer. Et donc, c'est l'exemplaire sur lequel il a travaillé lui-même. Très bien. Là, à gauche, vous avez le verso du plat antérieur. Qu'est-ce qu'il a écrit, Copernic? Là, c'est la main grecque de Copernic. Il a écrit les noms des mois qui sont les noms des mois égyptiens, parce que Ptolémée, lorsqu'il date les observations, les date toujours selon le calendrier d'Alexandrie, et donc les mois égyptiens. Mais les noms des mois sont tellement estropiés dans la traduction gréco-latine qu'il était impossible de suivre la datation. Et donc, il a écrit Thoth, Phaophi, Attira, Koyak, Tibi, Mekir, Famenote, Farmuti, Pacon, Pauni, Epiphi, Mésori. Enfin, il avait les noms des mois de Ptolémée. Dans la page à côté, c'est le folio 28 recto, ce sont justement des notes que Copernic a écrites sur son exemplaire. Alors, pour comprendre ces notes, il faut que je vous dise que au mois de mai 1539, Rheticus, son unique élève, arrive à Fromborg et lui apporte un exemplaire grec de Ptolémée. Parce qu'en 1538, Ptolémée est édité enfin en grec. Mais Copernic, lui, il avait toujours son exemplaire de l'arabo-latine. Donc, enfin, avec le texte grec, il peut mettre le nom correct à côté des mots de la traduction arabo-latine. Donc, par exemple, à la ligne 5, vous avez Félis. Ce Félis, juste à côté, Copernic a écrit Callipi. Donc, Callipi était devenu, dans l'arabo-latine, Félis. Puis, dans l'arabo-latine, vous lisez Attamenis et Copernic peut corriger Antonini. Donc, c'est la datation avec l'empereur Antonin. Plus intéressant encore, c'est... Alors, il lisait dans son arabo-latine « In tempore assuris regis civitatis sapientium ». En réalité, le grec dit
Et puis, apseudus archontos Athénesi, autant d'apseudes qui étaient archontes à Athènes. Donc ça est devenu, justement, cette chose complètement incompréhensible. Athènes, c'est la incivitate sapientum, donc c'était complètement différent du grec. Aristarchi est devenu Arsatokis, et ainsi de suite. Donc, la dernière note, encore une fois, c'est à propos de Méton et Euctémon, Midan et Attamine, il peut écrire dans la marge, Métonis et Euctémon. Et c'est intéressant, sa note, parce qu'il a commencé par écrire Euctémon avec un kappa. Ça, c'est un petit indice qu'il a le texte grec sous les yeux. Puis, il s'est rendu compte qu'en latin, c'est inutile de mettre un kappa, donc il a barré la première note, et il a continué en latin Euctémon avec un CT. Très bien. Alors, je passe. Là, c'est encore l'arabolatine, toujours l'exemplaire de Copernic. Et ça, c'est le chapitre 35 du livre 5 dont nous allons parler tout à l'heure. Comme vous le voyez, il n'y a ici aucune marque de la main de Copernic. Parmi les traductions, j'avais oublié de vous mentionner la traduction de Georges de Trébizonde. Elle, c'est une traduction gréco-latine. Trébizonde l'a faite en 1451. Elle a été publiée à Venise en 1528. Et nous n'avons trouvé aucun indice d'utilisation de cette traduction dans le De Revolutionibus. Donc, le livre n'existe pas parmi les livres de Copernic, donc il n'y a aucune raison de penser qu'il a pu l'utiliser. Mais elle existait, et c'est une traduction gréco-latine. Une belle traduction, assez élégante, parce que Trébizonde écrivait, c'était un grec, il écrivait très bien en latin. Voilà le texte grec. Voilà l'édition de Bâle, 1538. Enfin, le monde savant pouvait disposer du texte grec de Ptolémée. C'était vraiment la première fois, après tant de siècles, on pouvait enfin lire Ptolémée. Donc, on comprend donc que lorsque le Rhéticus est arrivé à Frombork, il lui a apporté ce texte grec. Mais l'exemplaire du texte grec de Copernic que nous possédons ne présente pratiquement pas de notes. Au contraire, vraiment, les marges sont complètement blanches. Alors, comment la chose a été expliquée? On a dit, il disposait de l'arabolatine, donc c'était pour lui complètement inutile d'avoir le texte grec parce que désormais, il avait lu l'Almageste dans l'arabolatine. Ça, c'était Prove qui disait ça. Ou bien, c'était Rosen. Rosen disait, en 1539, Copernic avait déjà tout écrit. Donc, bon, il avait reçu le texte grec, mais ça ne lui servait de rien, parce qu'il avait déjà fini d'écrire son ouvrage. En réalité, les choses, ce n'est pas comme ça, parce que, justement, comme Alain l'a découvert, et nous l'avons pu vérifier et étudier, le texte grec a été utilisé massivement dans le livre 6 pour des passages très étendus qui sont une traduction littérale à partir du grec, une traduction qui n'utilise ni l'arabolatine ni la traduction de Trébizonde. C'est une traduction faite parfaitement bien par quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet, qui traduit d'une manière littérale mais très claire. Mais cette personne-là qui traduit, ce n'est pas Copernic. Pourquoi ce n'est pas Copernic? Parce que dans l'autographe, ça c'est l'autographe de Copernic, c'est une chose d'une beauté, comme vous le voyez, c'est une des choses les plus belles qui existent sur cette terre. C'est son autographe à lui. Voilà. Et ça, c'est le chapitre 35 du livre 5. Ce chapitre est pratiquement dans son intégralité une traduction littérale du chapitre 1er du livre 12 de l'Almageste. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de correction. C'est-à-dire, ce n'est pas une traduction, ce n'est pas le premier jet d'une traduction. Si vous faites une traduction, vous faites des corrections.
c'est inévitable. Là, c'est vraiment tout propre. Il y a des toutes petites choses, mais vraiment rien du tout. Donc, déjà ça, ça nous dit qu'il est en train de recopier quelque chose. Donc, on pourrait penser que c'est lui qui a fait une traduction et qu'il est en train de la recopier. Mais il n'en est pas ainsi parce qu'on trouve des fautes de copie. Ça, c'est très, très important. Lorsqu'on étudie une traduction, quelle qu'elle soit, il faut toujours distinguer entre les fautes de traduction, qui sont des fautes d'auteur, des fautes de transmission, qui sont des fautes de copiste. Très bien. Alors, si vous allez... ça se voit très mal. Alors là, Denis, je ne sais pas comment faire la petite lumière. Tu devrais... Tu vois là? Ah, là. Voilà, tu appuies là. Où? Là. Là. Oui. Tu vois? Oui. Vas-y. Oui, là. Voilà. Alors là, à la ligne 2, là, Copernic a écrit d'abord stantis, puis il a raturé et a écrit stationis. Alors, le texte grec a stérigmou. Stérigmou, c'est un substantif, évidemment. Stérigmos, c'est la station d'une planète. Alors, il est impossible qu'il ait lu stérigmou et qu'il ait traduit par un verbe stantis, parce que c'est impossible de confondre stérigmou avec stérizontos, tout simplement. En revanche, il est tout à fait possible qu'il a mal lu stationis et qu'il a écrit stantis. Voilà. On trouve d'autres fautes de copie. Par exemple, on trouve secundum au lieu de sunt. C'est une faute de copie. En latin, c'est très très simple. Vous avez secundum qui s'écrit comme ça, et sunt, c'est pareil. Et lui, il fait cette faute, mais vous ne pouvez pas faire la faute si vous traduisez du grec, parce que c'est impossible que vous trompiez entre kata et ici. C'est absolument impossible. Donc, dans ces passages-là, Copernic, ce n'est ni l'astronome Copernic qui écrit, ni le traducteur Copernic qui écrit. Là, c'est le copiste Copernic qui écrit, et qui écrit en partant d'un texte latin qui n'est pas de sa main à lui. Donc, c'est d'une autre main. Et la seule personne qui peut avoir écrit, c'est Rhéticus. Rhéticus, c'est un helléniste excellent. Il a publié l'édition grecque d'Euclide. Donc, c'est lui qui, pour permettre à son maître de terminer le travail et de remplacer l'Almageste par une nouvelle syntaxis mathématique, il lui a traduit les parties qu'il fallait pour terminer le livre des latitudes. Et je termine ici, je ne sais pas le trouver sans... Oui, je dois revenir en arrière. Oui, oui. Là, je ne sais pas si je... Là, oui, là, après sed ut, là, si vous comparez le texte grec et le texte... Voilà, pour comparer les textes, nous les avons mis comme ça, dans nos notes complémentaires. Vous avez à gauche le grec et à droite le texte latin. Et tout ce qui est une traduction littérale, c'est en gras. Pratiquement, c'est partout en gras, parce que c'est une traduction complètement littérale. Je vous donne on peut commencer par exemple là. Sum peplerosto compleatur, gar enim. Parallelogrammum, to parallelogrammon, alpha, delta, gamma, epsilon, A, D, C, E, et extense BA, kai ecbleteisai, c'est à la lettre extense ecbleteisai, I, BA, beta A, kai, gamma, epsilon, sum piptetosan, coincidant, c'est littéral, sum pipto, coincidant, catato, zeta, semeion, in F signo. Si vous lisez par exemple Trébizonde a une excellente traduction, mais elle est complètement différente. Par exemple, Trébizonde dit protracteque linee beta A, BA et CE, concurrent au lieu de coincident, in puncto C. In puncto non in signo. Signo, c'est une traduction bien plus précise et bien plus littérale. Et c'est comme ça
par les chapitres 35 et 36 et par tout le livre 6. Voilà, donc ça pour vous dire qu'à la fin de son ouvrage, pour vaincre Ptolémée, Copernic a eu besoin de Ptolémée. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette leçon d'histoire. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Merci infiniment pour ces deux communications extrêmement intéressantes. On peut s'interroger tout de même sur la faiblesse de la transmission par Byzance. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de transmission par Byzance? On voit très bien Gérard de Crémone allant à Tolède, après la prise de Tolède en 1085. Mais quand il y a eu tous ces voyages de l'empereur de Byzance à Paris avant la prise de Constantinople par les Turcs, il n'y a pas eu de... Quelle était la place de Ptolémée dans les livres à Byzance? Chez Gérard de... Je ne sais pas, Georges Le Sincel, par exemple. Mais à Byzance, on continuait de lire Ptolémée en grec. Oui. Et le problème, c'est l'Occident. Oui. Ce sont les manuscrits grecs qui n'arrivent pas... Il y a eu si peu de liens entre l'Occident... Oui, il y en a très peu, parce que justement... Oui, si peu de liens entre l'Occident et l'Orient. Oui, très peu. Donc, lorsqu'un manuscrit grec arrivait en Occident, oui, ça c'était vraiment un événement, disons. C'est pourquoi, lorsque Henri Aristippe apporte des manuscrits de Byzance, la chose est connue un peu partout. On parle du voyage de Manuel, vous savez, quand il est venu à Paris. Oui, mais il y en avait vraiment très peu. Si peu que ça, oui. Oui. Ça donne une idée de la rupture qu'il y avait entre l'Orient et l'Occident. Absolument. Oui. Qu'on ait été obligé de passer par l'arabe. Et une autre... problème de transmission, mais qui relève plutôt de la communication d'avant. Comme Copernic a été condamné en 1616, oui, n'est-ce pas? En 1616, comment se fait-il que du côté de Prague, où il y avait quand même un observatoire qui, je crois, était important, déjà à cette époque-là, non? Non, il y a... C'était rien, c'était encore très peu. C'était pas du tout l'observatoire qu'ils ont eu plus tard avec les jésuites. Au début 17e à Prague. Oui, parce que les jésuites de Prague aient à ce point-là laissé condamner Copernic en 1616. Ah ben, les jésuites ont une part importante dans la condamnation. Je veux dire. C'est Bellarmin, c'est le cardinal Bellarmin qui convoque à Rome Galilée sur une dénonciation. C'est la première affaire Galilée. Et les jésuites et les dominicains ont une part de responsabilité importante dans cette condamnation, bien sûr. Parce que, d'après ce que vous... enfin, je sais bien que Kepler, c'est un petit peu plus tardif, mais tout de même, 1616... Pendant de 1543 à 1616, il ne se passe pratiquement rien. Pratiquement rien. Oui, en fait, elle est protégée par la préface qui dit que c'est une hypothèse, etc. Oui, la préface d'Osiander, oui. Oui, mais en fait, les milieux aussi bien protestants que catholiques ont déjà noté que l'hypothèse copernicienne est en contradiction formelle avec les Écritures. C'est ça, en fait, qui vaut... La première affaire à Galilée en 1616 équivaut aussi la condamnation du De Revolutionibus qui sera mis à l'index. Mais le laboratoire d'astronomie de Prague, par exemple, il date de quand? Le fait que Matteo Ricci était en Chine, et lui, il était ptoléméen, bien sûr. Vous savez, on a chez les théologiens, je ne l'ai pas dit, mais vous avez des gens qui utilisent Copernic pour le calcul, qui considèrent que l'hypothèse héliocentrique est pratique, mais qui ne sont pas en accord avec sa cosmologie. L'exemple typique, c'est Erasme Reinhold,
qui certainement, qui dit clairement qu'il ne croit pas à l'hypothèse copernicienne, que les planètes sont autour du Soleil. Par contre, il considère que mathématiquement, c'est une hypothèse extrêmement séduisante pour calculer les mouvements des planètes. Donc il y a différentes attitudes à la fois des astronomes et des théologiens. Ça nous demanderait un autre 5 à 7, tout ça. Oui, on ne va pas faire le procès de Galilée ce soir, donc je propose qu'on s'arrête là. Mais ça, c'est le procès de Copernic dont je parlais. Oui, enfin, d'accord, mais il était mort quand on a fait son procès, donc c'est plutôt le suivant qui l'a pris dans la figure. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et on va passer à l'exposé suivant.